Salut à tous, c'est Punk de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de solitude, va reprendre un article de Forbes, même si je vais pas tout vous lire parce que il y a des éléments qui sont pas tellement intéressants. Alors souvenez-vous, Forbes c'est quand même très business et donc il tourne un petit peu une réflexion autour du fait que on puisse se sentir seul et donc pas forcément bien quand on est manager et ou quand on est salarié et automatiquement, si on manque de lien et si on sent cette solitude, ça peut faire décliner nos compétences au boulot. De façon générale, pour nous, plutôt en accompagnement en thérapie. Il est hyper important que nous puissions voir comment les gens se situent par rapport justement à leur rapport à l'autre et par rapport à la gestion de leur propre solitude. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas apprécier, aimer, voir, avec des expériences de vie, décider de vivre isolé ou de plus en plus isolé. Bien sûr, on peut s'isoler complètement, c'est-à-dire vraiment se dire on est solitaire, ou avec sa famille, donc avec son groupe, sa tribu, ou éventuellement rester dans des microcosmes qu'on estimera coupés du reste des autres manières de penser, de voir, etc., etc. On peut s'isoler seul chez soi, mais aussi dans la nature, etc. Chacun a sa manière de faire. Néanmoins, si nous avons cette compétence de nous sociabiliser, et on sait que pour certains c'est complexe, c'est parce qu'il y a un besoin de sécurisation. On a besoin naturellement d'être en groupe, parce que quand on est en groupe, notre amygdale est beaucoup moins affecté, moins dans le stress, moins en hyper-activité, ce qui nous permet d'être plus zen et de pouvoir nous focaliser sur des éléments de progression diverses, que ce soit perso ou communautaire. Pensez bien, je vous le rappelle parce que j'avais trouvé que c'était une info hyper intéressante, il est montré qu'il y a un meilleur sommeil chez des personnes qui savent que chez eux, il y a du monde. Alors, c'est pas forcément la personne juste à côté de vous, hein. Ça peut être, vous êtes dans une coloc ou autre, bah, vous allez potentiellement mieux dormir que des personnes qui sont seules. Pourquoi ? Parce que le cerveau est toujours en veille quand il est seul, alors que quand il est en groupe, il peut se dire, si on est plusieurs, on va pouvoir se réveiller s'il y a le moindre danger, et ensemble, il y en a un qui pourra prévenir les autres, etc. etc. C'est plutôt intéressant. Donc, je vous lis à peu près quelques éléments, parce qu'au bout d'un moment, ça part un peu en cacahuète. Près d'un Américain de plus de 18 ans sur 4 déclarent se sentir souvent ou toujours seul. C'est pourquoi le chirurgien Murty affirme que les États-Unis sont en proie à une épidémie de solitude. Si un leader est aux prises avec la solitude, cela affectera non seulement lui-même, mais bien sûr son équipe et potentiellement l'ensemble de l'organisation. Si un membre de l'équipe l'est, vous verrez sa qualité de travail, sa créativité, sa motivation et bien plus encore chuter. Donc là, on est vraiment dans le côté business de Forbes. Votre cerveau sur la solitude. Je pense que c'est les éléments les plus intéressants de l'article. Le sentiment de solitude est un signal biologique destiné à nous rappeler que nous avons besoin des autres. C'est ce que je vous disais précédemment. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en accord avec l'ensemble des personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous n'aimez pas votre boulanger, mais vous avez envie de prendre du pain et c'est le seul boulanger qui est en face de chez vous, bah vous allez prendre ce pain-là. On n'a pas besoin d'avoir des liens forcément hyper positifs avec tout le monde, même si plus il y en a, plus on sait qu'on a des strokes, plus il y a une interaction, plus potentiellement on peut créer des intimités et donc nous nourrir profondément d'un point de vue psycho-émotionnel. Lorsque nous ne pouvons pas répondre à ces signaux biologiques de solitude, notre cerveau change en fait, se remodelant pour nous rendre encore plus seuls. Ça, je trouve que c'est un élément qui est intéressant parce que c'est un petit peu ce principe de se dire c'est pas grave, je vais tenir avec la solitude, et que vu qu'il y a un manque, le cerveau il envoie vraiment cette dose à dire mec t'es vraiment vraiment seul, ça va être compliqué. Et on sait nous dans l'accompagnement que malheureusement la solitude ou cette sensation d'être seul, parce que parfois les gens peuvent être entourés de plein de personnes, mais avoir cette sensation de se dire mais je suis pas compris, pas entendu, pas perçu, pas reconnu, pas aimé, etc. etc. Et se sentir profondément seul. Ce qui amène parfois à des dépressions. Et c'est complexe parce que cette notion-là, elle est vraiment en intérieur. Ils ont beau créer des systèmes, créer des familles, créer plein de choses. Ils se disent non, j'arrive pas à me sentir en lien, je me sens pas aimé comme il faut, je me sens pas à ma place, etc. Une solitude prolongée peut provoquer une hypervigilance face au menace potentiel, l'amygdale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la paranoïa, un déclin de la mémoire, hippocampe, et des fonctions cognitives, le cortex préfrontal, du pessimisme
de l'hostilité, à nouveau l'amygdale, qui est plus actif en logique, une diminution de la capacité à faire confiance aux autres, et dès lors, on se ferme, et c'est un cercle vicieux. Plus on est fermé, plus on est seul. Plus on est seul, plus on est en stress, et plus on est prudent vis-à-vis des gens que l'on rencontre, plus on a du mal à capter leurs signaux, qu'ils soient positifs, empathiques ou de la manipulation, plus ça risque d'être compliqué. Donc, la solution ne consiste pas simplement à socialiser davantage. C'est apprendre à se connecter à ce qui apporte des émotions positives et du sens à la vie. Alors, depuis quelques années, on le voit énormément dans tous les articles que vous avez vus. Là, c'est Forbes. Donc, on n'est pas en train de parler de Psychology Today, comme j'aime bien prendre les articles. On est dans Forbes. Il nous parle beaucoup de la psychologie positive, les émotions positives, travailler sur cette dynamique-là. Ce qui, je pense, est une bonne chose, mais qui, au bout d'un moment, là encore, c'est un petit peu la réponse à tout. C'est le mindfulness, ayez plus conscience, et soyez dans des émotions positives. Et un sens à la vie. Mais si le sens à la vie était quelque chose de simple pour les gens, réellement, ça ferait pas 5000 ans que tout le monde galère à trouver un sens à la vie. Ça ferait pas autant d'années que les gens philosophes ont des points de vue différents, cherchent des religions, cherchent des nouvelles croyances, des nouvelles philosophies, des nouveaux apprentissages. C'est très complexe de dire « Ah il suffit qu'il y ait un sens à ta vie ». Mais il y a des gens qui passent leur vie à chercher un sens. Il y en a qui vivent une vie sans aucun sens. Et j'ai un peu l'impression que c'est le truc easy que maintenant on aime bien proposer. Mec, il suffit que tu sois pleinement conscient, avec des émotions positives, que tu donnes un sens à ta vie. Oui, bien sûr. Mais ton sens, il peut être à sens unique, il peut être contre le flow, il peut être plein de trucs, et ça va peut-être pas forcément t'amener de la sociabilisation et te mettre bien dans ton quotidien. Donc, j'aime bien l'idée, mais je trouve que c'est un peu réchauffer à longueur de temps, et parfois on ne prend pas assez de distance avec ces mots qui sont devenus hyper communs. Et de continuer à le faire. De plus, partager des expériences émotionnelles positives avec d'autres pour atténuer le lien entre l'interprétation négative de stimuli externes, comme décider que l'expression du visage d'une personne indique qu'elle est déçue de vous, et la solitude. Alors ça, je trouve que, par contre, c'est un élément qui est intéressant. Cette notion, parfois dommageable, depuis l'expansion de beaucoup de développement perso, qui est vous allez comprendre ce que les autres pensent sans qu'ils aient besoin de le dire. Vous allez énormément projeter, vous allez lire les body language, vous allez voir les micro-expressions, etc. Qui nous amènent à l'interprétation et qui nous font dire parfois c'est une vérité, en fonction, bien sûr, du biais cognitif qu'on va utiliser et donc de l'état psycho-émotionnel dans lequel on est. Si on a envie de voir que tout le monde a l'air de vouloir nous arnaquer, on y arrivera. Si on veut voir que les gens ont l'air plutôt sympas alors qu'ils ont l'air tous un peu hostiles, on peut aussi le faire et se dire mais non, mais ils étaient sympas. Et vu que nous, on va proposer un état qui peut-être est un peu incongruent pour la situation, on peut faire que des gens qui paraissaient hostiles deviennent un peu sympas. Ou inversement, des gens qui étaient sympas qui deviennent hostiles. Le problème que l'on a, c'est qu'on aime bien interpréter, on s'habitue à ça parce que c'est moins fatigant, plutôt qu'à les demander. Et là, si on revient sur le rapport de solitude, un des points très simples à mettre en place, c'est quand vous êtes en train de douter, pas avec des inconnus, mais avec des personnes avec qui vous bossez, des personnes que vous voyez régulièrement, la famille encore plus, les potes, etc. N'hésitez pas à dire, attends, là j'ai l'impression que, et vraiment... Soit vous lui demandez clairement qu'est-ce que tu as voulu dire ou pourquoi tu fais cette tête-là, soit tu peux dire, moi j'ai cette impression-là, la personne valide ou invalide, mais au moins vous évitez de rester dans le rapport fantasmé et qui, au bout du compte, nous isole vachement, parce qu'on aura toujours l'impression, surtout si on est dans des états émotionnels un peu down, que tout le monde... il pense pareil vis-à-vis de moi et c'est relou. Non, parfois il faut juste aller poser la question. On ne sait pas ce que la personne vit elle-même en interne, on ne sait pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu 2 minutes avant, on ne sait rien en fait. Et on aime à se dire je sais. Et ça c'est un danger. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après c'est 12 façons de guérir et en fait c'est pas intéressant. Je vous laisserai quand même le lien de l'article pour que vous puissiez le lire. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.